Can you explain us what are your feelings when you are entering here? For me, the Opéra Garnier is my favorite monument in all of Paris because there's something about this place being a petit rat de l'opéra. It's the dream. 355. 355. Anne Berest. Podcast de Chanel. À l'Opéra de Paris. Creativity. Bienvenue au 355, le podcast de Chanel à l'Opéra. Je suis Anne Berest, je suis écrivain. Je me trouve à l'Opéra Garnier qui bruisse du lancement de sa nouvelle saison. Chanel et la danse, c'est une longue histoire. Une histoire intimement liée à la modernité de Gabrielle Chanel. Car c'est dans la danse que Gabrielle a puisé des correspondances avec ses conceptions nouvelles du corps, du mouvement. Au fond, une certaine idée de la liberté. Que signifie danser aujourd'hui ? Que dit le corps de notre époque ? Comment exprime-t-il sa modernité ? Ces questions autour de la créativité, je suis allée les poser à des personnalités qui ont tout un lien avec la danse. Chorégraphes, danseurs ou actrices. 355, le podcast de Chanel. 355, bonjour Kate Moran. Vous êtes actrice ? Vous êtes une des égéries du jeune cinéma français indépendant ? Vous êtes la muse de Yann Gonzalez. On vous a vu récemment aux côtés de Vanessa Paradis dans Un couteau dans le cœur. Je crois savoir que la danse tient une place importante dans votre vie. Vous avez été danseuse, n'est-ce pas ? Je pense que c'est la chose la plus naturelle pour moi. Il y a cette histoire dans ma famille, dont je ne me souviens pas, mais dont ma mère parle toujours. Quand j'avais 3 ans, je regardais une émission pour enfants. Je pense que c'était Sesame Street ou quelque chose du genre. Et Baryshnikov dansait. J'ai regardé la télévision et j'ai dit « Je veux faire ça ». Et ma mère a répondu que je marchais à peine et commençais tout juste à parler et que j'étais donc soit folle, soit une génie. Ma famille n'était pas forcément artiste, mais ils m'ont laissé commencer le ballet juste parce que j'ai demandé, après avoir vu cette image de lui. Il est donc resté cette figure mythique pour moi. Et vers 9 ans, je vivais dans un endroit appelé The Berkshires, dans le Massachusetts, et j'ai pu le rencontrer parce qu'il visitait un endroit nommé Jacob's Pillow, où j'étudiais l'été. Et c'était comme si Dieu entrait dans la pièce. Quels sont vos souvenirs particuliers de ballets que vous ayez pu voir, des ballets modernes ou contemporains ? Je pense que quand vous grandissez aux États-Unis et que vous n'êtes pas dans une grande ville, vous apprenez et découvrez des choses très classiques. C'était une école de danse inspirée par Robert Joffrey et son style d'apprentissage et sa compagnie qui était basée d'abord à New York, puis à Chicago. Mais c'était plus un apprentissage en groupe, ce qui est plus néoclassique que classique à la manière russe. Et je pense que toutes les jeunes filles qui font de la danse veulent être Casse-Noisette ou danser le lac des cygnes et avec le prince. Et petit à petit, j'ai découvert les chorégraphies de Balanchine, qui était quelque chose qui me touchait plus, et Twyla Tharp, que j'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, parce que je vivais dans cet endroit où j'étais très chanceuse d'avoir Jacob's Pillow. C'est une des rares écoles de danse historiquement implantées aux États-Unis. Et ils ont fait beaucoup de choses avec la communauté, donc je pouvais voir ces maîtres aller et venir durant l'été. Et quand je suis allée à New York, j'ai commencé à vraiment découvrir la danse moderne et post-moderne avec The Judson Street Church et Yvonne Renier. Et ce genre de penseurs vraiment expérimentales. Bien sûr, je ne les ai pas vus sur scène tout de suite. Je regardais des vidéos, ce qui n'est pas la même chose.
Mais je pense que... Je ne sais pas si on appelle ça néoclassique, mais je crois que mon premier choc a été de voir une pièce de Pina Bausch pour la première fois. Parce que pour moi, c'était comme une évocation de mon enfance. Une danse très belle et disciplinée. C'est toujours incroyable de voir une troupe de ballet entrer sur scène avec leur tutu et des chaussures à pointe. Et quelque chose de très sexy aussi. Mais ça ne poussait pas vraiment les limites de votre pensée quand vous êtes une adolescente. Et tout d'un coup, il y a cette femme qui mêle théâtre, danse et ballet. Et j'ai été bouleversée par le fait que cela existe. Kate, dans votre vie quotidienne, est-ce que vous préférez regarder les gens danser ou danser vous-même ou voir les deux en même temps? Definitely both. Les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler des sentiments que vous pouvez ressentir, des émotions que vous avez lorsque vous regardez des danseurs ou lorsque vous dansez vous-même? Je pense que, comme j'ai commencé par la danse, n'importe quel mouvement, même ceux de la vie quotidienne, ont une certaine résonance à la danse et au ressenti. Il y a quelque chose en moi, même en tant qu'actrice, il y a quelque chose qui ressemble à de la danse quand on est en symbiose avec d'autres acteurs et qu'on fait quelque chose ensemble, car il y a un mouvement collectif. Et je pense que c'est ce que j'aime quand je regarde d'autres gens danser, voir ces corps sur scène, parce qu'il y a cette sorte d'écoute pure qui peut arriver et juste le voir, ça me donne la chair de poule. How does the notion of dance fit into your work? Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure la danse entre, ou le sens de la danse entre dans votre travail d'actrice? La danse est intégrée dans tout ce que je fais. Je ne pense pas qu'une part de mon cerveau est séparée de la manière dont mon corps bouge. La manière dont je me sens ou dont je parle, c'est très naturel. Le cerveau et le cœur sont si connectés qu'on peut le voir quand on est triste. Je sais pas. J'ai une certaine façon de tourner mes pieds quand je suis contrariée. Alors je sais que je dois arrêter de faire ça ou je pourrais pleurer. Et c'est mon corps qui me le dit. Je pense que ça vient du fait que je danse depuis si longtemps. C'est quelque chose qui est dans mon corps. Vous traversez beaucoup d'années de souffrance et aussi parce que c'est très discipliné et vous devez savoir si c'est une mauvaise souffrance comme un doigt de pied cassé ou si c'est juste que vous êtes fatigué et que vous devez continuer. C'est une lecture de soi-même et de ses douleurs et ça peut aussi vous connecter à la douleur émotionnelle. Tout est lié. Creativity. An actress, especially on stage, must know her body perfectly. Une actrice, spécialement sur une scène de théâtre, doit connaître son corps parfaitement, de la même façon qu'une danseuse doit pouvoir faire parvenir aux spectateurs des émotions, des sentiments. Et comme vous disiez, ce sont deux arts qui ont beaucoup de choses en commun. Je pense que la danse peut avoir une influence très forte sur d'autres arts. Quand Gabrielle Chanel a vu Le Sacre du Printemps de Stravinsky par les ballets russes de Diaghilev, cette pièce d'avant-garde a eu véritablement un rôle très important sur elle. Ça a été comme un choc dans sa vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, quelque chose d'aussi fort? Have you experienced something similar with a piece of art? I think there's been so many things. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Je pense que la danse a joué un grand rôle. Je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié à les voir. Et dans l'œuvre des autres personnes ou dans la mienne? In other people's work or in my own work? Dans votre travail?
Oui, j'ai moi-même eu l'opportunité de danser le Sacré du Printemps. C'est d'ailleurs la dernière œuvre que j'ai officiellement dansée en 2013 pour les 100 ans. C'était avec l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie et le maestro Yannick Nézet-Séguin. C'était incroyable. Il a 32, 34 ans, il vient de Montréal. Et quand vous le voyez diriger l'orchestre, c'est comme si quelqu'un dansait. C'était si puissant. Et c'est une de mes œuvres préférées, dont je suis terriblement jalouse de Gabrielle Chanel, qui a vu la première. Parce que je pense que voir quelque chose comme ça change votre vie complètement. Vous portez une peau différente après ça. Pour moi, le public n'était pas à la hauteur de l'original, mais le chef d'orchestre l'était. Et on était en fait sur une petite scène, comme un quai de gare, un endroit étroit juste devant l'orchestre. Et on écoutait cette œuvre sur scène avec les musiciens, parce que l'acoustique est très belle, mais vous n'avez jamais l'opportunité d'être sur scène avec eux. Ça me donnait envie de pleurer alors que nous étions en train de danser. C'était pas simple, des accroches et retombées. Et la musique qui tournait autour de nous, c'était tout simplement incroyable. Je ne sais pas si ça a changé ma manière de danser, mais j'avais le sentiment d'être vraiment chanceuse d'écouter cette œuvre avec ce chef d'orchestre qui dirigeait si proche de nous. J'ai pu avoir un aperçu de ces musiciens emportés par la musique, mais qui tentent aussi de la suivre, car c'est une œuvre difficile à jouer, surtout si vous la jouez de la manière dont elle avait été écrite à l'origine, très rapide. Est-ce que vous pouvez simplement expliquer à nos auditeurs pourquoi cette pièce, Le Sacré du Printemps, a été si importante, si révolutionnaire? Je pense que c'est quand vous apportez une œuvre à un public exactement de la manière dont vous espérez qu'elle soit reçue, ce qui n'est pas être dans la provocation pour mettre les gens en colère, mais vous les faites réagir parce qu'ils ne savent pas ce dont ils sont témoins pour la première fois et ça les fait réfléchir et répondre. Et je pense que j'aime faire du théâtre et une des raisons est qu'il y a un échange entre le public et les acteurs sur scène. Et quand vous êtes dans une œuvre avec une telle puissance, vous pouvez sentir le mouvement entre les deux. Et quand quelque chose est si novateur que le cerveau veut dire non, je ne peux pas accepter cela. Je veux juste rentrer et je ne sais pas s'il avait la télévision ou quelque chose comme ça, juste un besoin d'une écoute passive, un regard passif. Et je pense que c'est pour ça, quand on l'écoute, c'est magnifique, c'est juste différent. Je pense que c'est ça qui a eu autant d'impact sur les gens. Est-ce que vous trouvez qu'on danse suffisamment dans nos vies quotidiennes? Je pense que ça dépend des jours. J'étais aux États-Unis et en ce moment, ça ne danse pas trop. Vous pouvez sentir la tension partout. Mais j'étais à la maison de ma sœur. Elle a une petite fille. Elle a presque 2 ans et elle apprend tout juste à bouger. Elle tournait sur elle-même jusqu'à tombe. Et au lieu d'avoir peur de ça, elle se relevait et recommençait. Et ma sœur dit qu'elle détestait quand elle fait ça parce qu'elle se demande ce qui ne va pas avec sa fille. Je lui réponds, mais tu rigoles, tu n'as pas fait depuis combien de temps? Fais-le, c'est très drôle. C'est pour ça qu'elle le fait. C'était assez drôle d'être dans la cuisine de ma sœur à tourner toutes les 3 sur nous-mêmes jusqu'à être étourdis. Ça pour moi, c'est un moment de danse. Nous devons les prendre quand on peut, à tout moment, je pense. À quel moment vous accédez à une forme de liberté dans votre corps? Je pense que ça me prend dans les moments les moins attendus. Quand je descends la rue et qu'il y a un très beau coucher de soleil. Je pense que c'est la respiration qui me fait me sentir libre dans mon corps.
Quelque chose comme vous donne de l'air et tout d'un coup vous ressentez vos ongles sur vos doigts et il y a quelque chose comme le sang qui circule en vous. Ou encore avoir un rôle et tout d'un coup tout va bien aujourd'hui. C'est aussi un moment où vous ressentez ce soulagement. Et bien sûr, il y a des jours où vous avez besoin de vous pousser pour vous sentir libre, comme aller à un cours ou aller courir ou faire quelque chose pour vous sentir plus dans votre corps, car tout semble se renfermer. Je peux le ressentir quand je veux m'éloigner de gens. Ça joue beaucoup sur mes muscles et je dois les faire bouger. Ça affecte mon façon de penser. Quelle relation entretenez-vous avec votre corps? Est-ce que vous le considérez comme un instrument? Est-ce que vous l'aimez? À quel moment est-ce qu'il vous surprend? Je considère mon corps comme un instrument. Je pense que ça vient du fait d'avoir commencé la danse à un très jeune âge. Ça apprend la discipline, mais ça apprend aussi que c'est quelque chose qui marche, alors vous devez le garder accordé, le garder comme il devrait être. Et parfois, vous pouvez en être très dissocié, car il y a toujours quelque chose qui n'est pas assez aigu, ou qui n'est pas assez serré, ou quelque chose n'est pas comme vous aimeriez qu'il soit. Je pense qu'il y a des jours où je l'aime, surtout quand il fait ce que je demande et que je pense que je suis incapable de le faire, comme monter en cheval cet après-midi. Mais il y a d'autres jours où je pense que ça va pas et je vais rester sous la couette et plus personne ne me verra. Qui est-ce qui domine? Le cerveau ou le corps? La pensée ou le mouvement? Le cerveau est un muscle fascinant et c'est un muscle tout comme le reste de notre corps, dont je pense que c'est impossible de le séparer les deux. Creativity. Pour finir, j'ai un petit questionnaire. Ok, je les adore. Si vous étiez une partie de votre corps, Je ne m'attendais pas du tout à ça comme question. Ma réaction initiale était assez sinistre. N'importe quelle partie de mon corps me fait le plus mal aujourd'hui, parce que je pense que c'est sur ça qu'on se concentre. En ce moment, c'est mes jambes, parce que j'ai monté à cheval toute l'après-midi, donc c'est la partie de mon corps que je suis maintenant. Une autre question bizarre. Si vous étiez un autre corps que le vôtre, J'adorais être le corps d'un panthère. si vous étiez un geste ou un mouvement, Ça va être très aléatoire parce que je vais dire quelque chose et demain je serai... Non, ça devrait être le geste qui me représente. Ça serait juste lever ma main droite en commençant par mon petit doigt, puis tous les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'image que j'ai. Je trouve que ce geste vous représente avec justesse. Quelle danseuse aimeriez-vous interpréter dans un film? Oh, ça peut être plein de danseuses différentes. Si je pouvais jouer n'importe qui, j'adorerais jouer Bob Fosse dans un film. Oui, bien sûr. Parce qu'il est le cerveau de All That Jazz. Et j'aime toujours ce film. Je l'ai vu non-stop quand j'étais adolescente. Je pense juste qu'il y a tout dedans. Quand vous avez 14 ans, il y a quelque chose d'attirant dans ce film. Je veux dire, il était juste cool et dur à cuire. Je pense que les gens étaient fans de ce fumeur en série, coureur de jupons, qui faisait toutes ces danses incroyables. Si vous deviez choisir une seule danse, alors ça peut être du jazz, de la salsa, du tango. Je ne sais pas s'il y aurait juste un type de danse ou juste un solo parfait. Quelque chose comme le solo de Pina Bausch, son premier solo, être capable de le danser parfaitement.
Thank you, Kate. Merci, Kate. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que c'est la première fois que vous allez assister à un gala d'ouverture d'une saison à l'Opéra Garnier? C'est la première fois et je suis très excitée. Et qu'est-ce que vous en attendez en particulier? Il y a toujours quelque chose de magique quand vous allez à un opéra. Je ne pense pas qu'il y ait d'attente particulière. C'est juste de l'excitation pure. Il y a quelque chose en mon intérieur, même quand je danse dans des grands opéras. J'ai fait un opéra avec Bob Wilson et Philip Glass pendant quelques années, appelé Einstein on the Beach. Et juste de marcher dans un opéra, on ressent l'âme des fantômes si puissamment que ça rend le lieu magique. Et je pense que quand vous venez pour une ouverture, vous pouvez voir l'excitation des danseurs. Vous pouvez sentir que tout le monde est électrisé par le moment et bien sûr ce ressenti enfantin d'être dans un endroit aussi magnifique. Donc oui, c'est de l'excitation. Merci Kate Moran. You're welcome, Anne Berest. 355. 355.